Et on poursuit avec le dossier clinique numéro 4 de cette deuxième conf de pédiatrie. Et alors celui-là, je vous l'ai refait. On l'a fait en dossier 1. On en avait parlé de manière assez précise, mais dans un dossier un peu transversal. Là, je vous ai fait un dossier spécifique pour un petit peu se rappeler ce qu'on avait dit en ce qui concerne la problématique de l'otite moyenne aiguë du nourrisson. C'est un gros problème. Donc, on va voir cette fois-ci un petit pipeau, 16 mois, qui manifestement a une rhinopharyngite et puis un tympan gauche érythémateux épaissi avec disparition du triangle lumineux, autrement dit une otite moyenne aiguë purulente manifeste, en sachant que le tympan droit est simplement congestif, donc une otite moyenne aiguë congestive. Je vous rappelle que l'otite congestive, pas d'antibiotique, l'otite moyenne aiguë purulente, antibiothérapie systématique chez le nourrisson. Donc on demande les diagnostics, ça va être facile, les germes, donc ça on va les revoir, l'antibiothérapie, puis ensuite on est dans le cadre d'un échec de traitement, on vous demande qu'est-ce qu'il faut faire, et puis enfin on vous proposera comme question de savoir les complications éventuelles et s'il y a des convulsions, qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement. Donc, otite moyenne aiguë purulente gauche, en sachant que l'otite droite est congestive, on va dire c'est négligeable et c'est pas ça qui sera coté. Donc, je rappelle que ça, c'est l'image d'un tympan normal avec un triangle lumineux que vous voyez bien, avec des réflexes des osselets que vous voyez bien. Il n'y a pas de bombement, c'est un tympan normal. Ici, vous voyez la ligne congestive avec ici une partie qui est un petit peu boursouflée et surélevée, qui peut complètement se transformer en abcès véritablement. Vous voyez, cet abcès, même si on ne fait pas de la médecine, on voit bien qu'il y a ce tympan qui est complètement surélevé par quelque chose qui est en dessous. Parfois même, il y a ce qu'on appelle un pis de vache, c'est-à-dire il y a le pus qui va commencer à couler et qui donne une sorte sur cette bosse, une sorte de petits monticules supplémentaires. Donc là, on est devant une otite moyenne aiguë purulente à l'évidence. Et qu'est-ce que va faire cette otite moyenne aiguë purulente? Eh bien, elle va se perforer si jamais on ne fait rien avec un trou que je vous ai visualisé ici avec la flèche. Et ça va être responsable d'une autorée. Et une fois qu'il y aura eu cette autorée, on aura ensuite une guérison qui va se faire spontanément. Autrement dit, l'otite moyenne aiguë, dans la très grande majorité des cas, ça guérit spontanément et quand l'enfant a l'autorée, ça veut dire qu'il commence à guérir. Il est encore malade, mais ça veut dire qu'il commence à guérir. Autrement dit, il ne faut pas non plus complètement diaboliser le gamin qui a l'oreille qui coule. Il faut dire « Ah, il est en train de guérir ». Je vous rappelle qu'avant, on traitait les otites moyennes aiguës en faisant des parasynthèses. Donc ça fait partie de l'histoire naturelle de la maladie de l'otite moyenne aiguë d'avoir comme ça des images de perforation tympanique. C'est pour ça que je voulais vous montrer ces photos. Parfois, ce n'est pas un bombement unique, mais c'est parfois des véritables phlyctènes. Et ça, c'est un phénotype clinique particulier de l'otite qu'on appelle la myringite bulleuse. Donc ça, c'est l'otite moyenne aiguë. Les germes habituellement en cause. Si on vous dit les agents pathogènes, attention, il faut répondre virus. Et c'est l'otite virale. Mais si on veut répondre les germes, c'est des microbes type bactérien et avant tout, c'est l'hémophilus, le pneumocoque à égalité et puis la Brahmanella catarrhalis ou Moraxella catarrhalis un petit peu en dessous. Donc l'antibiothérapie qu'on propose en sachant qu'il y a une guérison, même quand on est dans le cas d'une otite moyenne aiguë bactérienne dans 60 à 70% des cas, eh bien, on propose une antibiothérapie systématiquement chez le nourrisson pour éviter les complications, certes rares, mais qui peuvent exister. Au contraire, chez l'enfant de plus de 2 ans, s'il n'a pas de symptomatologie bruyante, eh bien, on ne traite pas,
on surveille uniquement, en donnant des antipyrétiques et des antalgiques, ces otites moyennes aiguës. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien établi. Alors, jusqu'à présent, devant une otite moyenne aiguë, surtout avec ces facteurs de risque de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline, c'est l'augmentin qu'on donnait en premier lieu, mais comme il faut faire une épargne de tout ce qui est enzyme type acide clavulanique, l'amoxicilline semble répondre, on l'avait considérablement expliqué lors de la conférence numéro 1, semble répondre à la majorité des situations où on a un problème avec ces otites moyennes aiguës. Je rappelle que si jamais ça va résister à l'amoxicilline, il faudra faire quelque chose. Et effectivement, c'est ce qui se passe. L'enfant reste fébrile, il ne va pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première chose qu'il faut faire devant un enfant qui résiste à un traitement anti-infectieux, c'est de savoir, est-ce que l'enfant prend bien les médicaments? Est-ce que les parents lui donnent bien? Et est-ce que l'enfant l'intègre bien? C'est sûr que s'il y a des vomissements, de la diarrhée, ou s'il y a une mauvaise prise du médicament, ou s'il y a une mauvaise compliance, une mauvaise observance de la thérapeutique, ça ne sert à rien de dire qu'il y a une résistance au traitement. Non, il faut juste adapter pour que l'enfant prenne ses médicaments. Maintenant, si c'est le cas et qu'il les prend bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, jusqu'à présent, on faisait une parasynthèse systématique devant tout échec thérapeutique. Maintenant, quand on met de l'amoxicilline dans un premier temps, on peut être amené à mettre soit de amox acide clavulanique, c'est-à-dire de l'augmentin, soit une céphalosporine de 3e génération Péros, voire la Rolls-Royce de l'otite moyenne aiguë en termes, on va dire, de porte ouverte au traitement efficace, qui est la ceftriaxone. Les complications éventuelles, eh bien vous vous rappelez, on l'avait vu, mais on le revoit, une des parties de la pédagogie c'est de se répéter, on a la mastoïdite, on a la méningite, on a la résistance au traitement, on l'a vu, la labyrinthite et la paralysie faciale. Il faut bien avoir ces éléments, d'autant plus que de plus en plus dans l'ECN, on vous appelle les nombres d'items de réponse aux questions, c'est-à-dire on vous dit quelles sont les 4 complications, les 5 complications. Donc c'est bien d'avoir de manière stratifiée tout ceci en tête. Puis ensuite il convulse, pas de chance pour le petit pipeau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien le mettre sur le côté pour pas qu'il y ait de pneumopathie de déglutition et lui donner du Valium, 0,5 mg/kg en intrarectal. La posologie n'est pas recommandée, mais je vous conseille quand même de la connaître et on surveille évidemment qu'il ne récidive pas à court terme, en sachant qu'on redoute 2 choses chez cet enfant qui, lors d'une otite moyenne aiguë, fait une convulsion. Soit on rentre dans une méningite qui va compliquer l'otite moyenne aiguë. Je rappelle que les 2 grosses complications, c'est la complication locale, la mastoïdite, ou la complication générale, la méningite, ou bien une convulsion hyperthermique qui peut aussi émailler cette problématique. Donc, dans l'antibiothérapie par voie générale sur les otites moyennes aiguës, on connaît les 3 signes, otalgie, cri et pleurs, avec évidemment de la fièvre, 3 bactéries, donc 3 signes, 3 bactéries. On ne donne jamais de céfixime, le C3G oral qu'on donne, c'est le cefpodoxime proxétyl ou Orelox, mais jamais Oroken. Et quand on est dans un échec de l'antibiothérapie initiale, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on discute éventuellement une parasynthèse, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on change l'antibiothérapie en rajoutant de l'augmentin, voire une céphalosporine de 3e génération, pour arriver à améliorer la pertinence de l'antibiothérapie par rapport aux germes suspectés. Autrement dit, un petit cas clinique rapide, une sorte de cas clinique, on va dire, apéritif avant le dernier, pour nous mettre bien en joie et être sûr qu'on a bien intégré les éléments importants sur ces conférences Raphaël qui nous permettent de décliner ensemble la quintessence de ces cas cliniques en pédiatrie. Merci.